Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Nicolas Bouzou. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Merci à vous. Homo Sanitas publié chez XO, ça vient de paraître. Il y a très peu de temps, non? Oui, il y a 3 semaines. Il y a 3 semaines, voilà, on est dedans. On arrive pas Oui, trop tard. absolument. Non, non. On est les derniers. Non. Bon, c'est lié, tout ça est lié, hein, mais je lisais ce week-end, je voyais dans l'actualité qu'Israël avait vacciné plus de la moitié de sa population. 80% des plus de 20 ans sont vaccinés en Israël. Ouais. Et ils ont, ce week-end, c'est quand même assez pas rien, ils ont levé cette obligation de port du masque en extérieur. J'insiste parce que dans les transports en commun et dans les magasins, il faut le conserver. Est-ce que c'est une perspective qui doit absolument nous rassurer, nous donner de l'espoir quant à j'ai envie de dire, un retour à une vie un peu plus normale ou pas, parce qu'après il y a toute la question du variant brésilien, etc. Non, je crois que c'est absolument formidable ce qui se passe en Israël. Alors ça montre deux choses. D'une part, la première chose, c'est que ça montre que c'est possible, c'est-à-dire qu'il est possible de reprendre une vie à peu près normale. Alors je dis bien à peu près, parce qu'en Israël, vous avez quand même un passeport, ce qu'on appelle le passeport vert. C'est-à-dire que si vous voulez rentrer à l'intérieur d'un restaurant, il faut être soit vacciné, soit avoir été malade et avoir des anticorps, soit avoir un test PCR. Donc la vie n'est pas complètement normale. Mais en tout cas, il y a un retour. Et la vie économique redevient normale. Et ça, c'est le deuxième point. C'est que le meilleur outil de politique économique aujourd'hui, c'est le vaccin. Ce qu'on peut faire de mieux pour l'économie, ce qu'on peut faire de mieux pour les secteurs fermés, ce qu'on peut faire de mieux pour les jeunes, c'est vacciner toujours plus vite. C'est ce que font les Américains. Moi, je suis très fasciné par ce qui se passe aux États-Unis. Israël est un pays un peu particulier pour tout un tas de raisons, bien évidemment. Et les Américains avaient très mal géré la première partie de la pandémie. Mais là, depuis quelques mois, les Américains vaccinent 1% de la population par jour. Donc c'est vraiment très spectaculaire. La moitié de la population américaine. Oui, et on voit que dans certains États, si vous prenez New York, a reçu une injection. A reçu une injection, vous avez raison de préciser. Mais l'État de New York, par exemple, on voit quand même que l'économie rebondit très vite. Donc vous voyez, quand on réfléchit à la politique économique, je vous écoutais très attentivement avec Mathieu Plane, il faut vraiment faire les choses dans l'ordre. Je trouve, c'est-à-dire en 1, la vaccination, en 2, une grosse relance. Et en 3, on fera tout un tas de choses structurelles, vous voyez. Mais à ceux qui craignent, après, voilà ce qui se passe, encore une fois, au Brésil, des variants plus virulents. Est-ce que ce n'est pas aussi en train de changer l'équation de cette campagne de vaccination, des vaccins qui sont moins efficaces, peut-être l'obligation, ce que nous dit un expert la semaine dernière, de confiner les populations à intervalles réguliers le temps qu'un nouveau vaccin, pour le coup, soit mis au point, puis qu'il soit administré. Ce n'est pas le scénario central aujourd'hui, mais ce n'est pas un scénario écarté. Mais vous avez tout à fait raison. En accordéon avec... Vous avez 1000 fois raison, mais ce que montre le Brésil, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'arbitrage entre l'économie et la liberté d'un côté et la santé de l'autre. C'est-à-dire que cette idée qui a consisté à dire, qui était l'idée de Bolsonaro, mais ce n'est pas le seul. En Suède, on a eu un peu la même idée l'année dernière, qui consistait à dire, au fond, il faut préférer l'économie et la liberté sur le combat contre le virus. Cette idée, elle ne fonctionne pas. Pour une raison simple, c'est ce que je montre dans le livre, parce qu'on a une grande expérience historique, c'est que quand vous avez des grands épisodes d'épidémie, ça génère en soi des récessions. Ce n'est pas les restrictions qui font des récessions. On a arrêté l'économie, on a fermé l'économie, et donc pour éviter l'engorgement des hôpitaux, et donc en fermant l'économie, on a créé une récession. Mais sauf qu'au Brésil, vous avez une récession. Ils n'ont pas fermé l'économie, vous avez une récession. En Suède, l'année dernière, ils n'ont pas fermé l'économie, vous avez une récession. Pourquoi? Parce que quand vous laissez l'épidémie se développer, de toute façon, les gens, ils ne veulent pas être malades, ils ne veulent pas aller à l'hôpital, ils ne veulent pas mourir. Donc, ils restent chez eux, ils vont moins au restaurant, ils vont moins au spectacle, etc. Donc, à tous les Français qui disent qu'on en a fait trop, on n'en a fait pas assez. Qu'on en a fait trop contre le coronavirus, qu'est-ce que vous leur répondez? Trop de restrictions, trop de sacrifices, notamment pour nos jeunes. Vous leur répondez quoi? Je leur dis que c'est l'inverse. Je leur dis qu'on n'en a pas fait assez, qu'en réalité, on sous-estime cette épidémie depuis le début, parce qu'on regarde le nombre de morts et on ne voit pas ce qui se passe dans les hôpitaux, et puis on ne voit pas aussi ce que l'on appelle les Covid longs. Vous avez 10% des gens qui ont été malades, qui ont des séquelles, et on ne sait pas combien de temps ils vont avoir des séquelles. Et puis, on ne voit pas tous les coûts indirects. Quand vous avez des hôpitaux engorgés, comme c'est le cas aujourd'hui, et c'est évidemment bien pire en Inde ou au Brésil, ça n'a rien à voir, mais en France, les hôpitaux sont engorgés. Ça veut dire qu'aujourd'hui, une femme qui souffre d'un cancer du sein débutant, au lieu de l'opérer dans une semaine, on l'opère dans un mois. Alors, évidemment, c'est pas dramatique, mais enfin, c'est quand même très néfaste. C'est pas bon. Il y a des personnes qui vont mourir, pour le coup, de cancer ou d'autres pathologies, bien sûr, à cause du Covid, qui a provoqué un encombrement et donc dans les hôpitaux, et donc un retard et
et un report de... Ce qu'explique le président de la lutte contre le cancer, Axel Kahn, et ces chiffres sont plutôt fourchette basse, c'est qu'on va avoir 10 à 15% de surmortalité en matière de cancer. Donc ce que je veux vous dire, David, c'est qu'on ne réussira, je reviens sur le terrain qui est le mien, qui est celui de la politique économique, on ne réussira la reprise économique que quand on aura terrassé le virus. Il n'y a pas aujourd'hui un seul exemple dans le monde de cohabitation de l'économie et du virus. Donc à ceux qui disent qu'on aurait, si on avait relâché plus tôt, plus vite les contraintes sanitaires, eh ben, que ça aurait été bon pour l'économie française et qu'on ne se serait pas tapé un moins 8% de croissance en 2020, là où les Américains ont eu moins 3. Oui, mais les Américains ont eu moins 3. Pour un nombre de morts équivalent rapporté à la population. Oui, bien sûr, vous avez tout à fait raison. Ça veut dire quoi alors? Non, mais regardez ce que font les États-Unis aujourd'hui. Aujourd'hui, ils luttent contre le virus avec beaucoup plus d'énergie que nous. C'est tout à fait spectaculaire parce qu'ils ont bien compris que la stratégie de l'année dernière était une stratégie qui n'était pas satisfaisante. Et donc aujourd'hui, en fait, la politique des États-Unis, c'est grosso modo, alors ça peut pas être une politique de zéro Covid comme au Vietnam ou à Singapour, parce que nos pays sont pas comparables et on peut pas, on est des démocraties et fort heureusement, on peut pas faire ce que il n'y a aucune font ces démocratie pays. qui a fait du zéro Covid, la stratégie zéro Covid. Si, Australie, Nouvelle-Zélande, mais comme je vous disais, les Américains font un peu ça. Et même en France, vous avez des villes, je publie une tribune dans quelques jours avec le maire de Cannes, David Lisnard. À Cannes, on essaie de faire du zéro Covid en regardant de très près la concentration de virus dans les eaux usées et en remontant aux maisons et aux appartements où sont les gens malades pour pouvoir justement leur demander de s'isoler. On met des purificateurs d'air absolument partout, des capteurs de CO2, on regarde la densité de l'air environnant. Donc vous voyez, il y a encore énormément de choses à faire. Et bien évidemment, la campagne de vaccination. En réalité, on dispose de beaucoup d'outils aujourd'hui pour lutter contre le virus. Et ce qui me fait un petit peu de peine, c'est qu'en France, on n'utilise pas tous ces outils. Donc moi, ce que je pense, c'est qu'on n'en fait pas. Les purificateurs d'air, regardez typiquement. Là encore, je vais prendre un autre exemple. À New York, vous avez des restaurants dans lesquels, sur chaque table, vous avez un purificateur d'air. Quand vous allez au restaurant avec votre conjoint, votre copine, votre copain, etc., c'est mieux d'avoir un purificateur d'air qu'une vitre. C'est vrai, hein? Bon, vous voyez, donc ça, ce genre de choses, on ne le voit pas encore en France. Donc il y a plein de choses à faire. Et puis mais le nerf de la guerre, ça reste bien évidemment la campagne de vaccination. Malgré les variants, encore une fois, je reviens sur cette idée que des variants avec un variant brésilien qui est plus agressif. Oui, vous avez raison. Est-ce que c'est pas en train de changer aussi la donne? Et ceux qui croient qu'il y aura une réouverture totale d'ici un an se trompent peut-être. Et c'est le scénario central quand même. D'ici un an, en gros, on aura retrouvé notre vie normale. Peut-être les variants changent la donne. Alors déjà, je pense qu'il n'y aura pas de réouverture brutale. C'est-à-dire qu'il n'y aura une réouverture très progressive. Même en Angleterre et en Israël, en fait, ça a été assez progressif. Mais concernant la question des variants, qui est une question très, très compliquée du point de vue de la santé publique. Parce que les vaccins dits à ARN messager, Pfizer, BioNTech, Moderna, sont des vaccins qui sont aujourd'hui très efficaces contre tous les variants. C'est un petit peu moins vrai des autres vaccins AstraZeneca, Johnson & Johnson, qui sont très efficaces. Le variant brésilien, c'est pas très clair encore. C'est pas très clair, voilà, exactement. Donc là, on a une vraie difficulté. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que plus vous vaccinez vite, moins vous avez de variants qui se développent. Oui. Donc, c'est tout le problème du Brésil, c'est que... Mais exactement. C'est qu'on n'a pas vacciné assez vite. C'est qu'on a cru qu'il y avait des traitements, etc. Les traitements, en l'occurrence, il n'y a pas de traitement, mais même le jour où il y a un traitement, les traitements, c'est sympa, mais ça n'empêche pas l'épidémie de se propager, si vous voulez. Donc, ce qui compte, véritablement, c'est la vaccination. Et juste un tout petit mot, si vous m'y autorisez, sur ces vaccins ARN messagers, parce que là aussi, je traite ça dans le livre, c'est une révolution scientifique et économique qui est absolument majeure, pour deux raisons. D'une part, ça apporte énormément d'argent à ces entreprises, et notamment à ces biotech, BioNTech, Moderna. Moi, j'ai regardé un peu, il y en a une troisième qui est allemande, qui s'appelle CureVac, le vaccin va arriver bientôt. Moi, j'ai regardé un peu les vaccins ARN messagers, c'est 150 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Jamais dans l'histoire économique, vous n'avez un secteur innovant, émergent, qui a récupéré de l'argent aussi rapidement. Et en plus, ces boîtes, elles vont faire des augmentations de capital. Et elles ne vont pas avoir de mal. Quand Moderna ou BioNTech va vouloir lever de l'argent, ça ne va pas être très compliqué. Donc, ces entreprises vont se retrouver avec énormément d'argent. Et dans leur portefeuille produit, grâce à l'ARN messager, elles ont des produits très sympathiques, je vous promets, sur le cancer, sur les maladies cardiovasculaires, sur le sida, etc. Donc vous voyez qu'on est dans une révolution thérapeutique, mais qui va aussi être une révolution économique. Et peut-être même que ces entreprises, c'est les GAFA de la santé de demain. Donc ce qui se joue du point de vue économique est quelque chose qui est colossal. Et ce qui est sympa, c'est qu'il y en a qui sont européennes. Alors pas françaises, malheureusement, mais BioNTech, c'est allemand. CureVac, c'est allemand. Vous voyez ?
Donc là, il y a un truc qui se joue qui est fondamental et qui est passionnant, je trouve. Donc, en tout cas, sur le Covid, dans ce match entre les vaccins ARN messager, donc Pfizer, Moderna, BioNTech, et les vaccins, ce qu'on appelle la virus recombinée, type AstraZeneca, le match est plié ou est-ce que c'est trop tôt pour… C'est vraiment un sujet. Alors, je suis pas… Là, il faudrait demander bien évidemment à des scientifiques, mais ce que je sais, c'est que vous avez quand même des pays, notamment les pays scandinaves, dans lesquels on maîtrise… Vous prenez le Danemark, l'épidémie est mieux maîtrisée qu'en France. C'est vrai qu'ils vont vers les vaccins ARN messagers et un peu moins vers les vaccins à virus recombinés. En France, on est dans une situation sanitaire qui est tellement catastrophique que de toute façon, il faut utiliser toutes les armes qu'on a et tous les vaccins qui sont à notre il n'y a aucun vaccin disposition. français, ça vous a pas échappé, il n'y a pas de vaccin français. Qu'est-ce que ça nous dit de cette séquence, le fait que l'échec d'un vaccin français, on pense évidemment à Sanofi? Bien sûr, ça nous dit quelque pour chose de très grave. Pour l'instant. Non, mais il ne faut pas incriminer les entreprises ou les structures individuellement. Le taux d'échec des médicaments innovants, il est, tenez-vous bien, de 9 999 sur 10 000. Donc que Sanofi n'ait pas trouvé de vaccin innovant ou que l'Institut Pasteur n'ait pas trouvé, c'est normal. Ce qui n'est pas normal, c'est que la France, avec toutes nos compétences médicales, toutes nos structures, laboratoires publics, privés, biotech, etc., c'est que la France n'ait pas été encore capable d'en mettre un sur le marché. Ça nous dit quelque chose, ça nous envoie un signal, là je vous le dis comme je le pense, qui est un signal de déclin industriel et scientifique de notre pays. De toute façon, toute cette histoire de vaccination… Mais pourquoi ? Parce que l'argent, on l'a quand même, les compétences, on les a. Pourquoi ça ne sort pas chez nous Alors, l'argent, on l'a pas énormément. On n'a pas de… le capital investissement se développe en France, ça va de mieux en mieux. Mais enfin, Moderna a dû lever ces dernières années 2 ou 3 milliards de dollars, si vous voulez. Donc ça, on n'est pas encore capable d'avoir suffisamment d'argent privé à ce niveau-là en France. Les structures publiques, non, les structures publiques, elles investissent pas suffisamment. Elles sont très adverses au risque, donc elles n'investissent pas suffisamment dans des technologies qui sont des technologies disruptives, pour parler en bon français. Et quant aux talents, les talents, vous savez très bien, David, que Stéphane Bancel, PDG de Moderna, il est français, mais il est là-bas. Emmanuel Charpentier, prix Nobel de chimie, elle est française, mais elle n'est pas en France. Donc nos talents, on les exporte, si vous voulez. Donc tout ça est quand même absolument catastrophique. Bon, sur les États, juste, je reviens sur qui ont mené la stratégie de zéro Covid. Non, je reviens à la France. La France aurait dû en faire plus pour vous sur le front sanitaire, on n'a pas fait assez. Oui, non. En fait, dès le début, on voyait bien, c'est un économiste qui, à mon avis, l'un des meilleurs sur ces sujets, qui s'appelle Éric Chanet, qui avait très bien montré ça, qui avait… Mais dès le début de la crise, expliquait que quand on regardait les épidémies passées, notamment la grippe espagnole en 1918, on voyait que les États, notamment les États américains qui s'en étaient le mieux sortis, étaient ceux qui avaient pris le plus de restrictions, quitte à payer un coût économique extrêmement fort au début. Justement parce qu'on a cru et on croit encore en France, et l'exécutif pense… Vous savez, il y a cette expression « vivre avec le virus ». Mais vivre avec le virus, c'est quelque chose qui est théorique. Quand vous avez un virus qui tue entre 0,4 et 0,5% des gens infectés, qui en envoie 1% à l'hôpital, dont 10% devient chronique… Je veux dire, la cohabitation avec un virus aussi méchant que ça, c'est très compliqué. Cette idée de cohabitation avec le virus, ça sous-entend presque qu'on peut discuter comme ça. Non, ça ne marche pas. Quand vous avez un ennemi comme ça, vous le combattez et on s'en sort quand la circulation est très basse. Donc il n'y aura pas, ça, je profite de votre antenne vraiment pour le dire, il n'y aura pas de reprise économique et nous ne retrouverons pas nos libertés avec une circulation forte de ce virus. Tous mes amis, y compris mes amis libéraux, qui expliquent qu'il faut sortir du sanitairement correct, il faut sortir de cette obsession de la santé, etc. Ce sont des mots de philosophes, mais ça ne marche pas dans la réalité. Ça donne le Brésil. Je peux vous dire qu'en matière de liberté et de prospérité économique, en ce moment, le Brésil, il faudra repasser. 4000 morts par jour en ce moment au Brésil. Ce qu'on apprend dans votre livre, mais ça, on s'en doute, mais il faut renverser la proposition, c'est que si on est en bonne santé, évidemment, on est plus productif, ça tombe sous le sens, mais à contrario, la décroissance, ça nuit à la santé. Oui, parce que absolument. c'est comme un mot, voilà. Oui, absolument. Ouais, oui, parce que en réalité, les progrès extraordinaires qu'on fait aujourd'hui en santé, en vaccins, en cancérologie, en neurologie, ce sont des progrès qui demandent énormément de ressources. Et donc, il faut générer beaucoup de croissance économique pour avoir suffisamment d'argent à réinvestir dans ces domaines-là. Si on veut des dépenses de santé élevées, si on veut un superbe hôpital, si on veut une recherche de très bon niveau et si on veut s'acheter des médicaments qui coûtent de plus en plus cher, parce qu'ils sont de plus en plus personnalisés, il faut des recettes fiscales et donc il faut de la croissance. Si vous voulez faire un parallèle un peu provocateur, je dirais c'est comme l'environnement. Si on veut régler les problèmes environnementaux, il faut énormément de croissance. Il ne faut pas de décroissance. Si vous avez de la décroissance, vous ne réglerez jamais aucun problème environnemental. L'écologie, c'est comme la santé. C'est embêtant ce que je vous dis, mais il faut beaucoup d'argent.
pour régler ces problèmes. Et donc il faut beaucoup de croissance. Ouais. Nicolas Bouzou, je reviens sur ces Covid longs. J'avoue que j'étais passé un petit peu à côté. Ouais. Entre 150 000 et 500 000 personnes sont susceptibles donc, de souffrir de ce qu'on appelle un Covid long, avec une fatigue extrême dans la durée, un essoufflement, des douleurs. Pourquoi on en parle aussi peu aujourd'hui? Est-ce que ce n'est pas un problème de santé publique qu'on va devoir traiter à l'avenir? Je suis 1000 fois d'accord avec vous. Je pense que les Covid longs, c'est un très grave problème de santé publique. Je pense qu'aujourd'hui, on ne veut pas regarder l'épidémie les yeux dans les yeux parce qu'on n'en peut plus, parce qu'on en a marre. Donc on ne veut pas regarder ça. Mais il faut on règle les problèmes qu'avec de la lucidité. Les Covid longs, c'est en effet sans doute entre 100 et 200, 300 000 personnes qui en souffrent avec des conséquences économiques. Ce qu'on voit dans les pays anglo-saxons, c'est que les gens qui souffrent de Covid long souffrent aussi d'une perte de revenus très significative. Ah, la double peine, dis donc. La double peine, ouais, absolument. Ouais. Et ça touche en plus plutôt des populations défavorisées, des gens qui n'ont pas forcément de bons salaires, qui vivent dans des endroits très denses. Donc c'est vraiment la double peine. Donc là, c'est un nouveau problème de santé publique. Et c'est un problème aussi de management, pardon pour la microéconomie, mais c'est aussi un problème de management parce que... Bien sûr. Ça veut dire travailler différemment pour eux. Exactement. Alors, on voit ça un peu avec l'essor des maladies chroniques, notamment en entreprise. Vous avez par exemple de plus en plus de gens qui souffrent de cancer qui sont en entreprise. Donc, comme vous dites, il y a un management qui est adapté à ça, ce qu'on commence à faire dans certaines entreprises. Et avec les Covid longs, avec des gens qui ont des fatigues chroniques, qui ont des problèmes pulmonaires, qui ont des problèmes musculaires, c'est évidemment plus difficile de travailler. Votre scénario à vous, on finit là-dessus, c'est que les économies vont se rouvrir au fur et à mesure. Mais encore une fois, d'avoir cette prolifération de variants type brésilien, est-ce que ce n'est pas en train de changer l'équation avec cette possibilité d'avoir tous les 18 mois peut-être des confinements, avec des nouvelles campagnes de vaccination, etc. C'est pas un scénario qu'on évoque beaucoup aujourd'hui. Non, vous avez raison, et ça a l'air de vous inquiéter beaucoup, mais vu de là d'où on vient, si vous voulez, si franchement ça le prix mal. Écoutez, si c'est une vaccination, si c'est une nouvelle vaccination tous les 12 ou tous les 18 mois... Et une refermeture et un confinement, le temps de faire... Alors ça, c'est beaucoup moins drôle, si vous voulez, mais très honnêtement, d'après ce qu'on m'explique, ce que m'expliquent les spécialistes avec les vaccins ARN messagers, pour l'instant, on est quand même plutôt bien protégé contre les variants. Sur le rebond économique, vous en avez parlé avec Mathieu Plane, sur le rebond économique à court terme, il y a quand même des perspectives, il y a beaucoup d'épargne, donc ce n'est pas quelque chose qui nous inquiète. Je souscris évidemment à votre dialogue tous les deux. Et à moyen terme, je suis quand même plutôt optimiste parce qu'on a une vague d'innovation extraordinaire et parce que cette crise, elle tend plutôt à accélérer l'innovation et à faire mentir les tenants de la stagnation séculaire. Non, moi, franchement, je suis super optimiste à moyen terme. Le seul truc, c'est que je ne veux pas qu'on commette de bêtises et je ne veux pas qu'on se dise « Allez, ça y est, on lâche tout, on fait passer l'économie et la liberté avant tout, on déconfine d'un coup. » Vous savez, on a cette posture un peu virile, là, justement, à la Trump-Bolsonaro. On ne va pas quand même se laisser impressionner par un petit virus. Si on fait ça, dans 4 mois, on est à nouveau confiné. La France restera... Malgré la montée en puissance de la campagne de vaccination. Oui, parce que ce que nous dit l'Institut Pasteur, c'est que l'immunité collective, c'est 80 ou 90% des gens. Donc même si on va vite, si vous voulez, on en est évidemment très loin. Donc il faut faire les choses très lentement, très précautionneusement, avec beaucoup de précautions. Il faut être très sérieux, très rigoureux. Et si on fait ça, on a un avenir qui est vraiment super sympathique, je crois. Bon, en tout cas, en attendant cet avenir sympathique, il y a Homo Sanitas à lire, Histoire et avenir de la santé, publié donc par Nicolas Bouzou aux éditions IXO. Merci beaucoup, Nicolas, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Bye.